Ah, voilà. On peut commencer? Oui. Parfait. Ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit un professeur de l'UQAC, donc Serge Lavoie, donc, professeur au département des sciences fondamentales, Exact. Un expert en chimie des produits naturels. Oui. Parfait, super. Et merci beaucoup. Ben, merci. Merci de l'invitation. Donc, je suis très content d'être à Rouyn-Noranda. C'est ma première fois. En fait, ma deuxième, mais la première fois, je n'étais pas resté très, très, très longtemps. Donc, puis j'en profite pour vous souhaiter un bon appétit. Je vais parler de sapin en premier. Donc, vous finissez de manger avant que j'arrive aux limaces. Ça va peut-être être moins... en fait, ben, effectivement, je suis professeur à l'UQAC. Je fais partie d'un centre de recherche à l'UQAC qui est le centre de recherche sur la boréalie, le CREB, qui regroupe 25 professeurs essentiellement du département de sciences fondamentales. On a aussi qui viennent des sciences humaines qui travaillent, par exemple, sur l'hydrogéomorphologie. Donc, ce regroupement-là s'intéresse à divers aspects de la forêt boréale, que ce soit l'aménagement forestier, les développements durables, la gestion du carbone et aussi la chimie des produits naturels. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de la forêt en termes d'actifs chimiques. Ce groupe de recherche-là chapeaute plusieurs laboratoires qui ont leur spécialité, chacun leur spécialité. Moi, je fais partie du laboratoire La Sève qui a été fondé probablement à la fin des années 80, voire 90 peut-être, par des professeurs qui sont aujourd'hui retraités, mais qui a été repris par le professeur André Pichette, que je pense que vous avez rencontré. OK, il n'a pas venu présenter, je croyais. Avec qui j'ai fait mes études aussi. Donc, il est toujours actif au laboratoire La Sève. Moi, je me suis joint au laboratoire en 2020. Ouais, c'est ça, 2020. Donc, qu'est-ce que ça fait le laboratoire La Sève? En fait, on s'intéresse aux produits naturels qui sont dans les plantes de la forêt boréale. Donc, c'est pour ça que le nom, ça s'appelle Laboratoire d'analyse et de séparation des essences végétales. Mais depuis mon arrivée, j'essaie d'élargir ça un peu. Donc, je m'intéresse à des molécules qu'on pourrait trouver dans les bactéries ou même dans certains invertébrés. Je vais vous présenter quelques idées là-dessus. Cette diapo-là, je la présente depuis très longtemps. En fait, c'est l'inventaire des nouveaux médicaments qui ont été mis en marché aux États-Unis, je pense. Il me semble que c'est par la FDA depuis les années 80 jusqu'à 2019, donc 40 ans de recherche pour la production de médicaments. Puis ce que ce graphique-là nous montre, c'est qu'au moins, en fait, presque la moitié des médicaments qui ont été homologués proviennent de métabolites secondaires, donc de molécules qui ont été décrites dans les organismes vivants. Donc, c'est soit que c'est directement les métabolites secondaires ou ce sont des médicaments qui ont trouvé leurs inspirations dans des molécules qui avaient déjà été décrites dans les organismes vivants. Le développement pharmaceutique, ce n'est pas forcément la chose qui m'intéresse le plus, mais je trouve ça intéressant quand même d'en parler parce que pourquoi les médicaments, pourquoi les produits naturels sont si prisés pour développer les médicaments, c'est que les organismes vivants, ça fait des millions d'années qu'ils évoluent, qu'ils fabriquent des molécules, essais et erreurs, pour optimiser la structure de ces molécules-là, pour éventuellement interagir avec des cibles. Les plantes, elles fabriquent des molécules pour se défendre contre des envahisseurs, contre des pathogènes, pareil pour les invertébrés, etc. Donc, ces molécules-là sont optimisées par des millions d'années d'essais et erreurs. Donc, c'est illusoire de croire que 200 années de chimie par les hommes, on va devenir soudainement beaucoup plus performant. Donc, évidemment, on s'en inspire, on améliore les choses quand on le peut, mais cette diversité moléculaire-là demeure excessivement importante là, pour développer toutes sortes d'applications pharmaceutiques ou autres. Donc, dans cette optique-là, moi, j'essaie d'explorer la diversité moléculaire de l'environnement qui entoure ma région, le Saguenay, et peut-être plus largement aussi. Donc, je vais vous parler de quelques projets de recherche que je suis en train de mener dans mon groupe. Je ne vais pas tout en parler aujourd'hui, je vais en parler plutôt de deux, mais je veux quand même faire le tour de l'ensemble des projets de recherche sur lesquels je travaille. Un premier projet, c'est sur les lacs méromictiques. Donc, les lacs méromictiques, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Non.
En fait, à gauche, vous avez un schéma de à peu près 99% des lacs dans l'hémisphère nord. Donc, ces lacs-là subissent un brassage biannuel. Donc, pendant l'été, il y a une couche, l'eau qui est en surface est chaude à 20 degrés environ. Peut-être moins ici, mais en profondeur, c'est 4 degrés Celsius. Puis cette différence de température-là, ben, ça fait en sorte que les eaux se mélangent très mal. Donc, l'eau qui est dans le fond, l'oxygène va diminuer au cours de l'été. Heureusement, arrivé à l'automne, quand la température en surface diminue, ce gradient thermique-là ben, permet un brassage des eaux. Puis avec l'action du vent, ben, l'eau qui est au fond remonte en surface, puis elle peut régénérer son stock d'oxygène. Puis ce processus-là se répète évidemment de l'hiver au printemps. Donc, la plupart des lacs qu'on connaît dans l'hémisphère nord, il y a de l'oxygène à peu près partout dans le lac. La vie peut se développer sans trop de problèmes. Dans les lacs méromictiques, pour différentes raisons, souvent c'est parce que le lac est un peu salé. Ben, ce brassage, même quand la température est uniforme, le brassage ne s'effectue pas. Donc, il y a des considérations chimiques dans le lac qui empêchent le brassage. Puis souvent, c'est des lacs qui sont petits, assez profonds, puis enclavés entre les montagnes, de sorte que l'action du vent est limitée. Fait que ça a pour conséquence que la couche qui est en profondeur remonte jamais en surface, puis elle est complètement dépourvue d'oxygène. Puis dans certains de ces lacs-là, il y a des micro-organismes qui pullulent dans ces couches profondes-là, anoxiques. Et donc, je me suis dit, parce que quand j'étais professeur à l'UQO, avant 2020, il y avait un lac comme ça dans le parc de la Gatineau qui s'appelle le lac Pink. On voit la photo présentement. Et dans ce lac-là, il y avait apparemment des bactéries sulfureuses au fond. Donc, je me suis dit, ces bactéries-là évoluent dans ce lac-là depuis plusieurs années sans communication avec l'extérieur. Donc, il est possible qu'elles aient développé des molécules qui sont uniques, qu'on ne va pas trouver nulle part ailleurs. Fait que j'ai décidé d'aller prélever ces bactéries-là pour les étudier. Autre projet de recherche, c'est un projet de recherche qui n'est pas tout à fait le mien. C'est une collaboration avec des professeurs à l'UQAC, Sergio Rossi, Annie Deslauriers, des professeurs aussi à l'UQO, Sylvain Delagrange, Yann Surget-Grosbas, puis j'ai oublié un. Donc, on travaille sur l'érable à sucre. Donc, on essaie de comprendre comment l'érable à sucre va évoluer dans ce contexte de changement climatique. Fait que pour faire ça, on a fait deux plantations de jeunes érables. C'est des érables dont la provenance a été prise sur l'ensemble de l'aire des répartitions de l'érable. On les a plantés à Chicoutimi, puis on les a plantés aussi à Ripon, en Outaouais, pour voir un peu comment ce qui allait se développer dans deux climats différents. Puis moi, ma contribution, ça va être d'étudier les métabolites qui sont présents pendant ce cycle-là. Donc, en fait, on a prélevé un arbre à tous les mois pendant un an, incluant l'hiver, pour voir un peu tout le mécanisme moléculaire des cycles de dormance puis de fabrication du sucre. Donc, on va étudier la chimie de ces plantes-là grâce à un appareil qu'on appelle un spectromètre de masse. On va avoir l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Autre projet de recherche, je suis un petit peu geek à mes heures, donc j'ai développé des compétences pour faire de la modélisation moléculaire quantique. Donc, des fois, quand on isole certaines molécules, c'est important de connaître la structure très détaillée. Donc, la stéréochimie, entre autres, la stéréochimie, c'est l'orientation relative des différents groupements de notre molécule dans l'espace. Donc, il arrive des fois qu'on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de complètement déterminer cette structure-là. Fait qu'on s'aide de modèles moléculaires. Donc, ces deux molécules-là, c'est des molécules qu'on trouve dans les eaux de déroulage du bouleau. Donc, il y a une usine à là-dessus qui déroule les bouleaux pour faire des bâtons de popsicle. Ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Puis dans cette eau-là, on a isolé différents composés phénoliques intéressants, dont ces deux molécules-là, sur lesquelles je travaille pour trouver la structure exacte. Et deux derniers projets que je vais parler plus en détail aujourd'hui, c'est la recherche sur les adus de dielsaldère dans les sapins baumiers, puis l'étude des métabolites secondaires dans les limaces terrestres. Donc, on va commencer par le projet sur le sapin. C'est un projet qui a commencé il y a quand même assez longtemps. J'ai fait mon doctorat là-dessus, mais on continue à travailler sur ce projet-là parce qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Donc, dans le sapin baumier, donc vous avez tous remarqué qu'il y avait des cloques en surface. Donc, dans ces cloques-là, il y a une oléorésine qui contient des terpènes. Donc, les terpènes, c'est une famille de molécules dont vous avez quelques exemples ici, qui est constituée évidemment de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, qui a des structures qui sont
assez particulières. Donc, en général, là, quand on a l'habitude de voir les terpènes, on est capable de les reconnaître au premier coup d'œil. Donc, cette oléorésine-là contient beaucoup de monoterpènes. Les monoterpènes, c'est des terpènes avec 10 atomes de carbone. Ce que je vous montre ici, c'est des diterpènes, des terpènes avec 20 atomes de carbone. Ils ont pour la plupart des acides carboxyliques. Ces acides carboxyliques-là sont probablement, ils apparaissent probablement dans la structure des molécules quand l'oléorésine est fabriquée en surface. Il y a un mécanisme d'oxydation avec l'air. C'est ce qui rend aussi la résine très visqueuse, très collante. C'est ces acides carboxyliques-là qu'il y a sur les diterpènes. Donc, ces diterpènes-là, on les appelle aussi des acides résiniques. Donc, ça constitue le gros de la masse de cette oléorésine-là, c'est les monoterpènes et ces acides résiniques-là. Donc, on a commencé à essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres molécules qui pourraient être intéressantes cachées dans cet océan de mono et diterpènes. Et donc, on a réussi à trouver des molécules un peu plus grosses qu'on appelle des triterpènes, donc 30 atomes de carbone. On a publié la structure de ces composés-là. C'était des molécules qui étaient déjà connues, qui avaient déjà été décrites dans certaines autres espèces de sapins, notamment au Japon et en Russie. Mais là, c'était la première fois qu'on les décrivait dans le sapin baumier, ces molécules-là. Et en continuant à gratter encore un petit peu, à chercher d'autres molécules, on a trouvé des molécules assez intéressantes. Donc là, ce que je vous montre, c'est un spectre RMN. RMN pour résonance magnétique nucléaire. Donc, c'est une technique qui nous permet d'étudier les noyaux des atomes. Puis en étudiant les noyaux des atomes puis leur interaction, on est capable, à partir de ces spectres-là, de déduire la structure des molécules. Donc, ce que je vous montre, c'est un spectre RMN du carbone. Donc, je vais vous épargner le compte du nombre de pics. Il y en a 40. Si vous les comptez, vous allez trouver 40 pics. Donc, ça nous indique que la molécule qu'on analyse en ce moment contient 40 atomes de carbone. Donc, ça, c'était étonnant de trouver un terpène avec 40 atomes de carbone. On ne connaissait pas beaucoup de ce genre de molécules-là. Donc, quand on a étudié l'ensemble des autres spectres RMN, donc il faut savoir là, que les spectres RMN, on en génère, on en produit une dizaine de différents types d'expériences qui sont faites avec l'appareil. Avec ces expériences-là, quand on les analyse une avec l'autre, on est capable de trouver la structure. Et donc, la structure qu'on a découverte, c'est celle-ci, qu'on a appelée abibalsamine A. Donc, les chimistes, on appelle souvent nos molécules avec le nom de la plante d'où on le découvre. Donc, ça a été découvert dans la Bies balsamea. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé la bibalsamine. Et donc, effectivement, il y a 40 atomes de carbone. Ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a une partie de la structure qui ressemble au triterpène que j'ai montré juste avant. Donc, vous voyez, si vous regardez cette structure-ci, vous allez la revoir en partie dans la molécule. Donc, il y a 10 atomes de carbone à droite qui ont été ajoutés par la plante. On était chanceux sur ce coup-là. Quand on a isolé la molécule, elle a spontanément formé des cristaux. Puis quand on a une molécule, un produit naturel qui forme des cristaux, ça, c'est le rêve de tout chimiste parce qu'avec les cristaux, on peut faire de la cristallographie et connaître exactement la position des atomes dans l'espace et donc d'avoir, avec beaucoup de certitude, la structure de la molécule, incluant la stéréochimie, parce qu'effectivement, on a la disposition de chaque atome dans l'espace. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment la structure qui a été déduite par l'analyse cristallographique. On s'est intéressé au mécanisme biosynthétique de cette molécule-là. Donc, comment la plante peut fabriquer cette molécule-là. Donc, on est parti de choses qui sont assez bien connues pour les triterpènes. Donc, on sait depuis longtemps que les triterpènes ont pour origine l'oxydosqualène que les plantes fabriquent à partir de monomères plus simples. Puis cette oxydosqualène-là, vous voyez, c'est une molécule qui est quand même assez linéaire. Grâce à une enzyme, elle va se condenser pour former rapidement des cycles. Et ces cycles-là, la stéréochimie, c'est-à-dire l'orientation des groupements, est définie justement par l'enzyme qui catalyse la réaction. Donc, à partir de l'oxydosqualène, il y a le cation farnésyl qui est formé. Éventuellement, l'acide abiessonique, qui est l'acide qu'on a isolé aussi dans la résine. Donc, cette molécule-là, on l'a décrit dans la résine. Ces autres molécules-là, on ne les a pas identifiées probablement parce qu'elles sont déjà toutes transformées en acide abiessonique.
Et là, on a abibalsamine. Donc, comment on peut passer de l'acide abiésonique à l'abibalsamine? On pense que c'est via une réaction de Diels-Alder. Donc, la réaction de Diels-Alder, en fait, c'est une réaction qui a été inventée par Diels et Alder, qui est-ce qu'on peut dire inventée? Non, on va dire découverte par ces chercheurs-là. Et pendant longtemps, les chimistes de synthèse ont utilisé cette réaction-là pour construire toutes sortes de molécules, sans se douter que les organismes vivants utilisaient cette réaction-là depuis longtemps, en fait. Et là, ben, ça en est la preuve. Il y avait d'autres exemples avant moi, ce n'est pas moi qui ai prouvé ça. Mais on pense que c'est la réaction de Diels-Alder parce que d'abord, on a trouvé l'acide abiésonique dans la résine. On a trouvé aussi le bêta-myrcène. La résine en contient beaucoup. Et donc, si on mélange ces deux composés-là, c'est presque certain que la réaction de Diels-Alder va se produire. Il y a une autre raison aussi pourquoi on pense que c'est la réaction de Diels-Alder qui a été utilisée par la plante. C'est parce qu'on a isolé d'autres analogues de cette molécule-là, puis j'y arrive justement. Donc, effectivement, on a isolé d'autres composés. On n'en a pas eu un seul composé. Il y en avait 10 qui avaient 40 atomes de carbone. Vous avez les spectres RMN du carbone de cet ensemble de molécules-là. Et si vous êtes attentif, je vous ai aidé avec les couleurs, vous allez voir qu'il y a des patrons. Hein? Il y a des groupes de molécules qui se ressemblent beaucoup, avec les pics à peu près tous au même endroit. Donc, il y a 3 groupes de molécules. Ils ont l'air pareils, les spectres, mais je vous certifie que si on agrandit le spectre et qu'on s'attarde à la position des pics, on va voir certaines différences d'une molécule à l'autre. Donc, c'est clair que ce n'est pas les mêmes molécules qu'on a isolées 2 fois. Puis d'ailleurs, on les a tous isolées de la même fraction par chromatographie liquide. Donc, évidemment, ça ne peut pas être les mêmes composés. Donc, il y a 3 groupes. Donc, on pense que ces groupes-là, ils se distinguent par la partie triterpénique qui est à l'origine de ces tétraterpènes-là. Donc, j'ai fait la même approche que pour la bibalsamine A. J'ai enregistré les spectres RMN de l'ensemble de ces molécules-là que j'ai caractérisées. Et donc, vous avez ici la structure de l'ensemble des tétraterpènes. Là, vous en voyez juste 3 parce que j'ai dessiné la structure générale de ces tétraterpènes-là. Donc, il y en a 4 qui ont cette structure-là. Puis, vous voyez, la chaîne, elle n'est pas branchée. On dirait qu'elle est branchée dans le vide. C'est simplement pour dire que cette chaîne-là, dans certaines molécules, elle est branchée à un endroit. Puis, dans d'autres molécules, elle est branchée à un autre endroit. Donc, cette position-là varie d'une molécule à l'autre. Donc, il y en a 4 qui ont cette structure-là, une comme ça, puis il y en a 5 qui ont cette structure-là. Donc, le fait qu'on trouve des chaînes à ces positions différentes-là, puis le fait aussi que les spectres RMN d'un analogue à l'autre sont extrêmement similaires, ça nous suggère que la stéréochimie au niveau de ces 2 positions-là varie d'une molécule à l'autre. Puis quand on regarde les données RMN aussi, on voit que le déplacement chimique, c'est-à-dire la position du pic sur le spectre, est pratiquement les mêmes pour l'ensemble de ces carbones-là. Puis là où il y a de la variation, c'est à proximité de ces 2 carbones-là. Donc ça, c'est un élément de plus qui nous suggère que c'est une réaction de Diels-Alder. Donc ici, là, vous avez les triterpènes qui sont probablement à l'origine de ces tétraterpènes-là. Donc, je vous avais déjà présenté juste avant. Donc, si on résume, donc, on a isolé 10 tétraterpènes, dont le cœur est défini par le triterpène qui est à l'origine de ces tétraterpènes-là. La stéréochimie à cet endroit-là est forcément définie par le triterpène qui en est à la source. Et donc, quand on compare les différents tétraterpènes, on ne pense pas que la stéréochimie au niveau de cette zone bleue-là varie. Là où il y a la variation de la stéréochimie, c'est vraiment sur le cycle qui est formé lors de la réaction de Diels-Alder. Puis ça, c'est normal parce que si on s'attarde un petit peu à la réaction de Diels-Alder, donc dans une réaction de Diels-Alder, ça nous prend un diène, une molécule avec 2 doubles liaisons. Puis ça nous prend un diénophile, donc c'est une molécule qui a une double liaison, puis diénophile, donc elle aime les diènes. J'aime pas ça, les écrans tactiles, finalement. Donc, en fait, il y a 3 degrés de liberté dans cette réaction de Diels-Alder-là. Le premier degré de liberté, c'est la stéréochimie du diénophile. Donc, vous voyez qu'en rouge, la stéréochimie, elle est trans, c'est-à-dire les groupements carbonylés sont de part et d'autre de la double liaison, tandis que dans les structures bleues, la stéréochimie, elle est cis.
Donc, c'est-à-dire que les groupements carbonylés sont du même côté de la double liaison. Donc, si l'un ou l'autre réagit, on va avoir des composés dont la stéréochimie va être différente. Donc, ici, les carbonyles vont être de part et d'autre du cycle. Il y en a un qui va être au-dessus du cycle, l'autre va être en dessous. Tandis que quand c'est la double liaison 6, les deux groupements vont être du même côté du cycle. Donc, ça, c'est le premier degré de liberté. Le deuxième degré de liberté, c'est l'alcyène peut s'additionner sur le diénophile avec deux orientations. Donc, il peut s'additionner comme ça ou tourner de 180 puis s'additionner sur le diénophile. Mais ça va causer la chaîne latérale qui est sur notre diène va varier de position dépendamment de l'orientation de ce diène-là. Donc, ça, c'est le deuxième degré de liberté. Et le troisième, c'est que le diène va attaquer soit par-dessus le diénophile ou il va l'attaquer par en dessous. Et donc, ça cause des changements de configuration. Donc, soit que l'acide carboxylique va être en dessous, puis le carbonyle va être au-dessus, ou ça va s'inverser. Donc, au total, la réaction de Diels-Alder peut nous donner 8 composés différents. Donc, il fallait déterminer, donc le but du jeu qui me restait à faire, c'était de déterminer c'est laquelle de ces combinaisons-là qu'on a observées dans les tétraterpènes qu'on a isolées. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai bien comparé les données RMN. Donc là, ce que vous avez, c'est le déplacement chimique. Donc, c'est la position du pic sur l'axe des X du spectre. Donc, on a le déplacement chimique pour l'hydrogène qui est à cet endroit-là sur le cycle que j'ai mis en jaune ou ici en 3 dimensions. On a le déplacement chimique aussi pour le méthyle en vert qui est présent ici. Donc, pour un spectroscopiste averti, il va voir que ces données-là sont quand même très, très proches les unes des autres. Il y a quand même de la variation, là, mais cette variation, elle n'est pas énorme. Et donc, ça nous suggère ça que pour l'ensemble des 10 composés qu'on a isolés, la stéréochimie relative de l'hydrogène avec le méthyle, c'est trans. Donc, nécessairement, si le méthyle est en haut, l'hydrogène va être en bas ou vice-versa. Donc, ça veut dire que toute cette combinaison-là pour lesquelles les carbonyles sont en configuration 6, on peut les éliminer. On ne les a pas observés pour l'ensemble de nos composés. Puis c'est assez cohérent avec ce qu'on a déterminé comme triterpènes qui étaient dans l'oléorésine. Donc, les triterpènes qu'on a décrits, ils avaient tous la configuration trans. On n'a pas trouvé de triterpènes avec une configuration 6. Donc, ça veut dire que nos tétraterpènes, c'est probablement cette structure-là. Ce qui nous restait à faire, parce que là, j'ai 10 échantillons. Je sais qu'il y en a 5 qui ont ces structures-là, mais lequel est lequel? Donc, il nous restait à savoir lequel des échantillons avait la configuration SS et lequel avait la configuration RR et ainsi de suite. C'est là que je suis rendu. Donc, pour pouvoir finaliser l'identification des structures, j'ai décidé de faire de la modélisation moléculaire quantique. En fait, c'est la première fois que j'en faisais, c'est sur ce projet-là. C'est là-dessus que j'ai appris à en faire. Ça ne se fait pas avec un ordinateur comme ça. Ça se prend des ordinateurs très, très, très puissants. En fait, on a des logiciels qui sont capables de résoudre l'équation de Schrödinger qui décrit les électrons dans une molécule. Puis, une fois qu'on a résolu l'équation de Schrödinger, c'est une résolution numérique, on arrive à optimiser la structure de la molécule, donc se rapprocher vraiment très efficacement de la structure de notre molécule. Et ensuite, on peut prédire les propriétés, donc différentes propriétés spectroscopiques, par exemple, grâce au modèle qu'on va avoir construit avec l'ordinateur. Donc, j'ai utilisé une grappe de calcul qui est à l'Université de Manitoba qui s'appelait GREX à l'époque, qui s'appelle maintenant Graham. Je ne sais pas si vous savez, mais les chercheurs canadiens, on a accès à Calcul Canada, qui s'appelle l'Alliance du Canada maintenant. Donc, on peut utiliser les ordinateurs partout au Canada pour faire des calculs de haut niveau comme ça. Et donc, j'ai construit les modèles pour les différentes combinaisons de stéréoisomères des tétraterpènes. Puis, j'ai prédit un type de spectre qui s'appelle le dichroïsme circulaire électronique, ECD. Donc, ces spectres-là sont utiles pour pouvoir distinguer les stéréoisomères. Donc, on avait enregistré les spectres ECD de nos molécules et j'ai prédit ces spectres-là grâce au modèle informatique que j'ai créé. Et ce qu'on remarque, c'est que j'ai bien réussi mon travail. Donc, les spectres calculés
matchent très bien avec les specs expérimentaux en noir. Le seul problème, puis là, je les ai appariés a posteriori. Le seul problème, c'est que si vous vous attardez seulement aux spectres expérimentaux, vous allez voir qu'ils sont pas mal semblables les uns des autres. Puis la différence entre les spectres expérimentaux est probablement plus faible que la différence entre mes spectres théoriques et les spectres expérimentaux. Fait que, finalement, ce n'était pas une bonne technique pour trancher. Okay? Donc, ça n'a pas marché. Donc, quand on conçoit des modèles, ben là, on a un objet tridimensionnel. On est capable, avec un logiciel, là, de prendre la molécule et de mesurer la distance entre les différents atomes dans notre molécule. Avec le modèle, il se trouve qu'il y a une technique aussi spectroscopique en RMN qu'on appelle le spectre NOSI qui nous permet de mesurer la distance entre des noyaux de manière empirique, expérimentale. Donc, j'ai comparé ces distances-là déduite à partir de la résonance magnétique nucléaire avec la distance de mes différents modèles. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que dans les spectres NOSI, il y avait, en fait, pour bien comprendre, les spectres NOSI, l'intensité de la corrélation est inversement proportionnelle à la distance. Donc, plus les noyaux sont proches, plus l'interaction entre ces deux noyaux-là va être forte, ça va nous générer une corrélation qui va être intense. Donc, puis quand on travaille avec des spectres comme ça, on travaille toujours avec une référence. En fait, on choisit des atomes dans la molécule dont on est certain de la distance pour différentes raisons. J'ai choisi le proton que je vous ai montré plus tôt. On va continuer. Non, on va revenir ici. J'ai choisi le proton que je vous ai montré plus tôt, puis le méthyle. Donc, comme j'ai démontré qu'il était toujours trans, cette distance-là d'un isomère à l'autre devrait être constante, c'est-à-dire 3,95 Armstrong. Donc, j'ai calé mes spectres sur cette corrélation-là. Donc, je me suis arrangé pour que la corrélation qui vient de l'interaction entre ces deux hydrogènes-là soit toujours la même intensité d'un échantillon à l'autre. Puis là, on remarque que dans des cas, il y a des corrélations qui ne sont pas présentes sur l'autre spectre. Et donc, grâce au modèle, on a pu déduire que cette corrélation-là s'explique par l'interaction entre un hydrogène et un méthyle ailleurs sur le cycle. On le voit sur un isomère, l'isomère SS, mais on ne le voit pas sur l'isomère RR. Donc, grâce à ça, on a pu finalement trouver la stéréochimie de l'ensemble des 10 tétraterpènes. Donc, ça, c'est l'autre groupe. C'est la même approche. Donc, à ce moment-là, notre intérêt dans les molécules qu'on décrivait dans les oléorésines, c'était d'éventuellement trouver des molécules qui pourraient être intéressantes d'un point de vue pharmaceutique. Donc, on a quelques données d'activité biologique. L'activité antibiotique était nulle. On a une faible activité anticancéreuse. Donc, on voit qu'il y a 2 composés sur les 10 qui sont actifs contre les A549, les cellules cancéreuses du poumon. Ne sont pas actifs contre le cancer du côlon ni contre les cellules saines. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle, par contre, de ne pas avoir d'activité cytotoxique contre les cellules saines. Donc, c'est ce qu'on cherche, des composés qui sont actifs contre les cellules cancéreuses, mais pas contre les cellules saines. N'empêche que l'activité est quand même très, très, très modérée si on compare avec notre contrôle positif, qui est l'étoposide. Donc, ces 2 composés-là qui sont actifs, ils se démarquent de l'ensemble des tétraterpènes par le fait qu'il y a des méthyles sur l'acide carboxylique. Donc, c'est les 2 seuls composés qui ont des méthyles sur l'acide carboxylique. C'est les 2 composés qui étaient les plus actifs. Donc, ça démontre que cet acide carboxylique-là, il faut qu'il y ait un méthyle dessus si on veut avoir une activité biologique intéressante pour les cellules cancéreuses. Évidemment, la plante, elle n'a pas fabriqué ces molécules-là pour guérir le cancer chez les humains. Donc, il y a certainement d'autres fonctions que les molécules accomplissent qu'on ne connaît pas encore, malheureusement. Puis que j'essaie justement d'identifier. Donc, la découverte de ces composés-là amène plusieurs questions. Entre autres, comment le sapin fabrique ces composés-là. Donc, je vous ai montré un schéma biosynthétique. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a un enzyme qui catalyse cette réaction de Diels-Alder-là? Le fait que j'ai identifié plusieurs stéréoisomères suggère qu'il n'y a pas d'enzyme qui catalyse la réaction parce que moi, dans mon imaginaire, je me disais, s'il y a un enzyme, il y aurait un seul stéréoisomère qui serait fabriqué parmi les différents possibles. Je vais vous montrer quelques données qui viennent contredire ça. L'autre chose qu'on peut se poser comme question, est-ce que c'est des molécules constitutives ou induites?
Donc, ce que j'entends par là, c'est est-ce que ces molécules-là sont toujours présentes dans l'oléorésine ou sinon, est-ce que le sapin les fabrique à la demande, par exemple, quand il y a l'attaque d'un herbivore qui vient sur l'écorce, est-ce que c'est à ce moment-là que le sapin fabrique la molécule? Aussi, ben, à quoi ça sert, ces molécules-là, du point de vue du sapin? On aimerait ça le comprendre. Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres molécules similaires qu'on pourrait trouver dans d'autres conifères? Donc, c'est sur ce point-là que j'ai un étudiant de maîtrise qui travaille en ce moment. Donc, il a récolté l'oléorésine de plusieurs autres conifères pour essayer de voir si on ne pourrait pas trouver des molécules similaires. Pour répondre en partie à cette question-là, est-ce qu'il y en a dans les autres conifères? Il y a un groupe de chercheurs en Chine qui travaillent très activement à chercher des adduits de dielzaldaire. Donc, on les appelle les adduits de dielzaldaire. Et ils sont quand même assez efficaces à les trouver. Donc, ils en ont trouvé dans quelques autres conifères, le pseudo-Tsuga foresti. Donc, eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est des adduits entre un triterpène, donc 30 carbone, et des diterpènes 20 carbone. Donc, ça voudrait dire que la réaction, ce n'est pas nécessaire que ce soit seulement le bêta-myrcène, le monoterpène. On peut imaginer d'autres molécules, tant et aussi longtemps qu'elles ont ce système de deux doubles liaisons. C'est des molécules qui sont susceptibles d'induire la réaction de dielzaldaire. Pour l'aspect enzymatique, donc je vous ai dit, s'il y avait un enzyme qui catalysait la réaction, on pourrait imaginer qu'il y aurait un seul stéréoisomère. En fait, ce n'est pas vrai. Ce que je vous présente ici, c'est les travaux de Karine Auclair, qui est une ancienne étudiante de l'UQAC, qui est maintenant professeure à McGill. Pendant ses années de postdoctorat, elle a caractérisé l'enzyme qui catalyse la réaction pour fabriquer la molécule qui éventuellement va devenir la lovastatine. Lovastatine, c'est une molécule qui est fabriquée par certaines levures et que nous, les humains, utilisons pour traiter les problèmes d'hypercholestérolémie. Et donc, pour fabriquer cette lovastatine-là, les levures utilisent une réaction de dielzaldaire. Cette fois-là, c'est une réaction de dielzaldaire intramoléculaire, c'est-à-dire que le diène et le diénophile sont dans la même molécule. Et effectivement, il y a plusieurs stéréoisomères qui sont possibles. Donc, ici, il y en a, en fait, quand on n'utilise pas d'enzyme, il y en a deux qui sont formés. Donc, sans enzyme, ces deux stéréoisomères-là sont formés. Quand elle a utilisé les enzymes de cette levure-là pour catalyser la réaction, les mêmes deux stéréoisomères étaient formés, plus un troisième. Et c'est ce troisième-là qui est important pour mener à la lovastatine. Donc, ça veut dire que l'enzyme de la levure, du moins dans les conditions expérimentales où on les a utilisées, n'est pas absolument efficace à synthétiser un seul stéréoisomère. Donc, les enzymes ne sont pas toujours parfaitement efficaces pour choisir l'orientation des molécules. Il y a un peu de variation là-dedans. Et donc, il est loin d'être impossible d'imaginer qu'une enzyme est présente dans le sapin pour fabriquer ces tétraterpènes-là. Donc, puis, oh, ça, c'est un résultat que j'ai fait parce qu'on a magasiné ces dernières années pour acheter un spectromètre de masse. Fait que l'échantillon que je donnais aux compagnies, c'était un échantillon d'oléorésine. Et donc, ils ont fait des analyses, puis ils nous ont envoyé les résultats. Moi, j'ai regardé un peu quelles molécules étaient présentes. Et donc, ce qu'on voit en fait, donc ici, c'est le temps, parce que c'est un spectromètre de masse couplé à un chromatographe. C'est-à-dire que les molécules sont séparées d'abord dans un chromatographe, puis ensuite sont analysées par le spectromètre de masse. Donc, on voit un groupe de molécules dont la masse est un peu moins que 500. Ça, c'est la masse des triterpènes. Ensuite, on voit un autre groupe de molécules dont la masse est un peu en haut de 600. Ça, c'est les tétraterpènes. Puis on voit d'autres molécules dont la masse est presque 800. Puis ça suggère que c'est peut-être des pentaterpènes, donc des pentaterpènes similaires à ce que le groupe chinois a découvert. Donc, ça, c'est probablement présent dans l'oléorésine du sapin. Donc, on travaille là, justement pour essayer de les isoler, ces composés-là. Ce n'est pas facile parce que, comme j'ai dit, le gros de la masse, c'est les mono et les diterpènes. C'est un océan de mono et diterpènes. Il faut trouver les quelques molécules qui sont présentes en trace pour pouvoir les décrire. Donc, il faut avoir beaucoup de résine et beaucoup de temps à séparer en chromatographie ces composés-là. Deuxième projet que je veux vous parler, j'espère que mon temps est correct. Oui, ça devrait aller. Donc, en fait, je vais vous parler des gastéropodes.
Donc, j'ai choisi les plus belles images, fait que je pense que pour votre repas, ça devrait aller. Donc, en fait, les gastéropodes, c'est une très grande famille d'invertébrés dans lesquels il y a plusieurs ordres. Il y a l'ordre des Nudibranchia, qui sont les limaces de mer. Donc, ces organismes marins-là sont très, très, très diversifiés en termes de couleurs. Puis, ce qui est intéressant avec, c'est tout petit, hein, les limaces de mer. Ce qui est intéressant avec ces organismes-là, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés aux métabolites secondaires de ces invertébrés-là. Puis il y en a un très grand nombre qui a été décrit, plus que 125 dans une revue de littérature relativement récente. Puis dans ces molécules-là qui ont été décrites, il y en a plusieurs qui ont des activités biologiques excessivement intéressantes, activités antibiotiques, activités antifongiques, etc. Donc, c'est un créneau de recherche vraiment intéressant, les nudibranches. À Gatineau, il n'y a pas de nudibranche, ni à Chicoutimi. Non, à Chicoutimi ou dans le Saguenay, il y en a un petit peu, mais c'est difficile à aller chercher. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des limaces et des escargots. Donc, c'est des gastéropodes aussi, tout comme les nudibranches. Étrangement, il y a très peu de recherches sur les métabolites secondaires des limaces. Puis moi, mon raisonnement, c'est que, bon, une limace, vous avez déjà vu une limace, hein, ça ne court pas vite. Pourtant, ça prolifère en forêt. Comment se fait-il qu'un organisme qui n'a pas de moyens de défense, comme l'escargot, il y a une coquille pour se réfugier dedans. La limace, elle n'a pas ce luxe-là. Elle ne court pas vite, mais elle performe quand même en forêt. Je me suis dit, elles doivent certainement contenir des molécules qui les rendent inintéressantes pour les prédateurs éventuels. En fait, j'ai dit un métabolite secondaire décrit. Je vous le montre. Donc, ça, c'est l'étude qui était faite à l'Université Harvard en 1999. Le chercheur s'est intéressé aux œufs de limaces. Sur les œufs de limaces, il a isolé cette molécule-là qui s'appelle la myriamine. Puis dans une expérience qu'il a réalisée avec des coccinelles, donc il a donné à des coccinelles des œufs, pas de limaces, il a donné des œufs de papillons que les coccinelles raffolent. Et on voit qu'au début, les œufs sont rapidement consommés par les coccinelles. Donc, ça, il n'y a pas de problème, elles les aiment. Par contre, ces mêmes œufs-là, si on ajoutait de l'extrait d'œufs d'Arion, donc on extrait les molécules de ces œufs-là, on asperge les œufs de papillons de cet extrait-là, soudainement, les coccinelles commencent à beaucoup moins aimer les œufs de papillons. Donc, ça veut dire que la myriamine, puis ils ont testé aussi avec le composé purifié. Donc, effectivement, c'est ce composé-là qui explique cette bioactivité-là. Donc, en fait, qu'est-ce que les limaces font? Elles fabriquent cette molécule-là, enduisent les œufs de cette molécule-là pour protéger leurs œufs de certains prédateurs en forêt. Donc, c'était la preuve suffisante pour moi pour poursuivre des recherches dans cette direction-là. Clairement, les limaces sont capables de fabriquer des métabolites secondaires d'intérêt et il y a une ouverture de nouvelles molécules intéressantes. Donc, j'ai travaillé, quand j'ai commencé ce projet-là, j'étais encore à Gatineau, donc j'ai travaillé sur 2 espèces de limaces. Philomicus, qui est indigène, qui est présente dans plusieurs forêts alentour de Gatineau, de la petite nation. Puis Arion, qui est une limace envahissante qui arrive d'Europe, mais qui est sur le territoire nord-américain depuis très longtemps. Donc, qu'on trouve très, très bien à Gatineau. À Chicoutimi, il y en a plein. Trouver des Arions, c'est très facile. Donc, la première chose que j'ai fait, en fait, il y a 2 choses que je voulais faire avec ces limaces-là. Premièrement, essayer de trouver des molécules nouvelles dans ces organismes-là. La deuxième chose, c'était de vérifier est-ce qu'il n'y aurait pas des activités biologiques qui pourraient être intéressantes, un peu comme ce qu'on a vu avec la myriamine. Donc, évidemment, on est allé en forêt pour capturer les limaces. Pour les euthanasies, on les congèle à moins 18. Donc, on a évalué que c'était la façon la plus douce de les euthanasier. Ensuite, on les plonge dans un solvant, dans du méthanol, pour extraire les molécules pendant 24 heures. Et donc, ça, c'est les rendements d'extraction en pourcentage. Je ne l'ai pas écrit. Donc, si par exemple, on prend 100 grammes de limace, on va trouver 2,8 grammes d'extrait. Ça, c'est quand je prends la limace au complet, je la coupe en morceaux et que j'extrais l'entièreté de l'organisme. On s'est aussi intéressé aux molécules qui sont en surface de l'animal parce qu'il y a beaucoup de mucus chez la limace et ce mucus-là pourrait contenir des molécules toxiques.
C'est d'ailleurs une bonne stratégie du point de vue de la limace de ne pas mettre la molécule dans tout ton corps, mais de le mettre juste en surface. Comme ça, s'il y a un prédateur qui prend l'animal dans sa bouche, rapidement, il va la recracher. Donc, on a fait des extraits de surface. Les rendements sont moins élevés, mais on va voir qu'est-ce qu'on a fait plus tard avec ça. Donc, on a commencé par travailler avec l'extrait complet. On a fait de la chimie, donc on a fractionné cet extrait-là, fait des purifications par HPLC, analyse spectrométrique, spectrométrie de masse, spectroscopie RMN. On a trouvé 3 molécules que je vous présente. La première, le triacétyl de limaxol A. Vous avez le spectre RMN du proton de cette molécule-là, qui n'a jamais été publié dans aucun article scientifique, mais qui est contenu dans une série de brevets. La première fois que j'ai vu le brevet sur cette molécule-là, il y avait un brevet qui existait seulement en Chine, il était écrit en chinois. Je n'étais pas capable de le lire, sauf la partie expérimentale, puis les données RMN, donc je pouvais savoir que j'avais la même molécule. Mais là, le même groupe a pris des brevets dans plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis. Fait que là, le brevet est en anglais, on peut le lire. Puis l'intérêt du groupe chinois pour cette molécule-là, qui ont aussi isolé dans des limaces, pas les mêmes espèces que moi, c'est que cette molécule-là pourrait remplacer la méthadone. La méthadone, c'est une molécule qu'on donne aux toxicomanes qui ont des problèmes avec l'héroïne ou le fentanyl. Donc, il faut savoir là, que les toxicomanes, si on arrête abruptement la prise d'héroïne, ça peut leur causer des problèmes extrêmement graves de santé. C'est très, très, très dangereux, donc il ne faut pas faire ça. Ce qu'on leur donne, c'est de la méthadone pour réduire les symptômes du rush. Et donc, ce qu'on voit ici, là, ils ont fait des essais sur des souris. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça au Canada, mais ils ont rendu des souris toxicomanes à l'héroïne. Ils les traitent avec la méthadone. Puis cette méthadone-là réduit les tremblements des souris à 50%. Quand on leur donne l'extrait de limace ou qu'on leur donne la molécule en question, bien, ça accomplit le même travail. Donc, effectivement, ça réduit les tremblements des souris toxicomanes. Donc, ça pourrait remplacer éventuellement la méthadone. Il faut savoir que la méthadone, c'est pas un composé qui est parfait non plus. C'est quand même un opioïde, la méthadone, donc il y a quand même des problèmes là, comment dire, comment? Non, en fait, le cerveau est affecté un peu comme quand tu prends de l'héroïne. Donc, ça crée des problèmes. Oui, en fait, ce que je ne montre pas aussi, c'est que l'extrait de limace, lui, ne crée pas ces problèmes-là de la méthadone qu'on dit. Je n'ai jamais essayé l'extrait de limace et je ne compte pas l'essayer non plus. Deuxième molécule qu'on a trouvée, c'est cette molécule-là. Je n'ai pas encore donné, en fait, le nom, il est là, mais on va l'appeler myriamine B. Pourquoi je l'appelle myriamine B? Parce que ça ressemble beaucoup, beaucoup à la myriamine A qui a été décrite par le chercheur à Harvard en 1999. Donc, ça, c'est la molécule que lui avait trouvée sur les œufs. Moi, j'ai trouvé cette molécule-là dans les extraits de limace. Donc, évidemment, c'est des molécules qui sont très, très proches. C'est des terpènes, soit dit en passant. C'est un diterpène. Il y a 20 atomes de carbone. Donc, moi, je ne les ai pas trouvés dans l'œuf. Je les ai trouvés dans la limace au complet. Puis cette molécule-là avait déjà été décrite dans des algues vertes. Troisième molécule, je ne vous montre pas la structure parce que je ne l'ai pas encore publiée, mais c'est une molécule qui n'a jamais été rapportée, qui n'a jamais été décrite dans aucun brevet, aucun article scientifique, donc que j'ai appelé phylomycol parce que je l'ai isolée à partir du phylomycus. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le spectre RMN du carbone, vous pouvez compter le nombre de pics, vous devriez en trouver 17, donc c'est-à-dire 15 plus 2. Pourquoi 15 plus 2? C'est parce qu'il y a 2 pics qui me suggèrent qu'il y a un groupement acétate dans la molécule. Donc, si on fait abstraction de ces 2 carbones-là pour l'acétate, ben, il en reste 15, donc c'est un sesquiterpène. Donc, je pensais avoir isolé un sesquiterpène. J'ai essayé de trouver la structure, puis je bloquais toujours à un certain endroit jusqu'à ce que je reçoive enfin l'analyse en spectrométrie de masse de l'UQAM. Et cette analyse-là me suggérait qu'il y avait 34 atomes de carbone. Donc, pourquoi j'ai vu juste 17 pics en RMN alors que le spectromètre de masse me dit 34 atomes de carbone? 34, c'est le double de 17. Ça veut dire que la molécule, elle est symétrique. En fait, c'est un dimère de 2 molécules qui sont strictement identiques. Et donc, du point de vue de la RMN, je vois seulement 17 carbones, parce qu'il y a toujours 2 carbones qui
qui sont identiques dans la molécule. Donc, j'ai pu décrire cette molécule-là. On compte la publier là, sous peu. À quoi sert la molécule? On ne le sait pas encore. Justement, pour tenter de répondre à ces questions-là, en parallèle, on a un étudiant de maîtrise, Shahryar Daneshvar, qui a travaillé très, très fort à caractériser les activités biologiques de ces extraits de limaces-là. Donc, on a fait 2 expériences. Première expérience, c'était pour évaluer l'activité anti-appétante. L'activité anti-appétante, en fait, ce qui est anti-appétant, c'est quelque chose qui ne goûte pas très bon ou qui crée des sensations désagréables pour un prédateur qui va se nourrir de ces molécules-là. Donc, c'est une stratégie qui est mise de l'avant beaucoup par les nudibranches. En fait, les nudibranches, pour la plupart, elles ne sont pas toxiques. Elles goûtent juste très mauvais. C'est ce qui fait en sorte que les prédateurs, quand ils les voient, d'abord, quand ils les voient, ils pensent qu'elles sont toxiques. Elles sont tellement colorées. Mais si elles s'aventurent à les goûter, elles ne vont pas trouver que c'est très intéressant. En fait, elles ne sont pas toxiques. Ça ne va pas tuer le prédateur. Puis ça, ben, on ne se comprend pas très bien pourquoi. Là. Moi, je suis chimiste, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est une bonne idée de garder le prédateur vivant pour qu'il éduque toutes les autres que cet organisme-là n'est pas bon. Donc, c'est ça l'activité anti-appétante. On a décidé de la vérifier avec les limaces, avec l'extrait de limace. Donc, comme on n'avait pas très bien, pas beaucoup de connaissances sur c'était quoi exactement les prédateurs des limaces, ou ce serait quoi le prédateur idéal qu'on pourrait importer en laboratoire, on a décidé de faire des travaux en forêt. Donc, c'est un défi. Ce qu'on a fait, on a extrait nos limaces, on a pris notre extrait de limace, on a mélangé ça avec des vers de terre réduits en purée, mélangés avec de la farine pour faire des petites boulettes dans lesquelles je mettais mon extrait de limace ou pas. Donc, j'avais toujours une paire de couvercles en plastique. Sur un couvercle, je mettais 3 petites boulettes de nourriture sans extrait de limace. Sur l'autre couvercle, je mettais 3 petites boulettes avec l'extrait de limace. Puis au-dessus, on avait un appareil photo qui prenait une photo toutes les minutes pendant 24 heures. Ça, on a mis 15 stations dans une forêt en Outaouais. On a fait l'expérience 4 journées consécutives. Puis il faut dire, on avait aussi 4 extraits à tester, donc 2 espèces, Philomicus et Arion. Et pour chaque espèce, on avait l'extrait complet ou l'extrait de surface. Donc, ça nous fait 345 600 photos que Shahryar a analysées une par une, presque. Donc, ça lui a pris plusieurs mois à le faire. C'est un travail, je lui lève mon chapeau, c'est formidable comme travail. Donc, en fait, ce qu'on a vu sur les photos, plusieurs prédateurs se sont présentés au couvercle. Donc, puis n'oubliez pas, c'est des photos à toutes les minutes. On ne voit pas le mouvement des prédateurs. Sur une photo, il y a 3 araignées. Sur la photo suivante, il y en a 2. C'est peut-être les 2 araignées qu'il y avait sur la photo précédente, mais c'est peut-être 2 nouvelles araignées. Donc, ça, c'est la difficulté du processus. Mais on a quand même regardé tous les animaux qui sont venus visiter les couvercles, qui s'y sont nourris. On les a séparés en fonction de leur catégorie. Donc, on a les arachnides, d'autres limaces, des sauterelles, puis des petits coléoptères. On avait aussi des petits mammifères, des salamandres qui sont venus, mais pas en très grand nombre. Donc, je ne les ai pas compilés dans les statistiques. Ce que je vous présente, en fait, à chaque fois, vous avez le couvercle sans extrait de limace, le couvercle avec extrait de limace. Donc, la partie transparente, c'est sans extrait, puis celui-là, c'est avec extrait. Fait que ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'il y a des prédateurs qui vont privilégier le couvercle sans extrait au détriment du couvercle avec extrait. Ça nous dirait qu'il y a effectivement une activité anti-appétante. Donc, vous allez voir que pas tellement d'activité anti-appétante, sauf peut-être pour les petits coléoptères avec l'extrait de Philomicus. Il semble qu'effectivement, ils vont visiter le couvercle sans extrait plus souvent que... je ne touche pas, hein, je fais juste approcher. Que le couvercle avec extrait, mais il reste là à faire les analyses statistiques pour être sûr que tout ça, c'est significatif. Pour l'instant, ce n'est pas des résultats qui sont très spectaculaires à mon sens. Deuxième test qu'on a fait, c'est pour évaluer l'activité phéromonale. Donc, on sait que les insectes, pour s'accoupler, utilisent des phéromones. Donc, c'est des molécules qui émettent dans l'environnement et qui ont pour objectif d'attirer un partenaire sexuel. Donc, on s'est demandé, est-ce que les limaces, qui sont hermaphrodites, soit dit en passant, mais elles ont tout intérêt à trouver un partenaire sexuel quand même.
Donc, est-ce qu'il y a des molécules qui auraient cette activité phéromonale-là? Donc, pour évaluer ça, on a travaillé en laboratoire avec des limaces qu'on a prélevées sur le terrain, qu'on a amenées, qu'on a acclimatées au labo avant de leur faire l'expérience. Donc, l'expérience, en quoi ça consistait? On a une enceinte remplie de terre, c'est environ 50 cm de long. Aux extrémités de cette enceinte-là, on a mis 2 verres de montre. Un verre de montre dans lequel je mettais seulement du méthanol, puis que je laissais sécher. Puis l'autre verre de montre sur lequel je mettais ma solution méthanolique d'extrait, puis je laissais évaporer le méthanol pour avoir l'extrait. Donc, j'ai de l'extrait d'un côté, puis de l'autre côté, il n'y a rien finalement, parce que le méthanol est tout évaporé. Puis on a un petit abri, parce que les limaces aiment bien ça, se cacher sous un abri. Donc, on leur donnait un petit couvercle au centre. Et là, on mettait la limace dans cette enceinte-là. Puis, juste dernière chose aussi, là, il y a de la, je pense que c'est de la cendre, il me semble. Puis sur la paroi, il y a du sel, parce que les limaces, tout ce qu'elles veulent, c'est se faire la malle. Donc, pour pouvoir éviter que les limaces se sauvent pendant la nuit puis qu'on les retrouve partout dans le labo, le sel, elle déteste ça. Donc, petit truc horticole. Je ne sais pas si ça va être bon pour les plantes, mais pour vous les entourer de sel, il n'y aura pas de limaces. Donc, pendant 24 heures, on prenait une photo toutes les minutes. Vous imaginez qu'on avait encore beaucoup de photos pour cette expérience-là. Donc là, on a décortiqué comment les limaces évoluent dans l'enceinte. Donc d'abord, la plupart du temps, elles étaient cachées sous l'abri. Okay? Quand elles sortaient de l'abri, là, on regardait de quel côté elles allaient, les limaces. Est-ce qu'elles restaient au centre? Est-ce qu'elles allaient du côté du couvercle avec extrait ou de l'autre côté? Donc, on séparait quand elles étaient en déplacement, on séparait quand elles étaient en exploration sur le couvercle. Et aussi, il y a des moments où est-ce qu'elles vont sur le couvercle et continuent à marcher puis qu'elles quittent. Puis il y a d'autres moments où elles vont sur le couvercle puis on dirait qu'elles s'alimentent. Donc, elles ont la tête en plein milieu du couvercle puis pendant plusieurs photos, elles sont là puis elles ne bougent pas, comme si elles étaient en train de se nourrir de l'extrait. Et c'est là qu'on a trouvé une activité intéressante. Donc, pour l'extrait d'Arion, qu'on teste l'extrait de surface ou l'extrait complet, systématiquement, les limaces allaient plus souvent, ça c'est les fréquences, hein? Donc c'est le nombre d'expériences pour lesquelles la limace allait sur un couvercle ou sur l'autre. Donc plus souvent qu'autrement, elles allaient sur le couvercle qui contenait l'extrait de limace. Puis pour Arion, ça veut dire qu'on a pris l'extrait d'Arion, puis on a pris des limaces Arion dans l'enceinte. Okay? Donc on n'a pas mélangé l'extrait d'Arion avec les Phyllomycus. Donc ça veut dire que l'Arion est attiré par son propre extrait. Est-ce qu'elles s'alimentent? C'est une photo à toutes les minutes. On ne peut pas être sûr qu'elles sont en train de capter, de s'alimenter. Peut-être qu'elles font juste le sentir ou le toucher avec leur mandibule. Mais clairement, il y a un effet à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être une activité phéromonale associée à cet extrait de limace-là. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de faire sur ce projet-là, c'est d'isoler d'autres composés. Le Phyllomycus, que je ne vous ai pas montré la structure, j'essaie d'en isoler un peu plus pour pouvoir faire des expériences. Parce que ce que je vous ai montré, les tests biologiques, c'est juste des extraits. On aimerait ça faire le même test, mais avec la molécule purifiée pour vérifier la fonction de cette molécule-là. Et pour ça, il en faut plus que 8 mg. C'est ce que j'ai présentement. Donc, on essaie d'en réisoler. On va aussi évaluer l'activité pharmacologique de ces molécules-là pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire, nous, les humains, avec les molécules. Et je veux continuer mes travaux là, pour trouver la fonction de ces composés-là. Voilà, donc je remercie l'ensemble de mes collaborateurs. Il y a beaucoup de collaborateurs à l'UQAC, évidemment, André Pichotte, qui est mon mentor. Beaucoup de collaborateurs à l'UQO aussi, parce que j'ai été professeur pendant 2 ans à l'UQO, donc on a bâti des liens de confiance avec ces chercheurs-là et évidemment les organismes subventionnaires. Donc, si vous avez des questions, je serai enchanté d'y répondre. Est-ce que la Chine est rebelle? Hein? Ah ouais. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je me suis demandé, l'extrait des limaces, comment les Chinois ont fait le lien avec ça remplace la méthadone? C'est une très bonne question. Dans le brevet, ce n'est pas décrit. Pourquoi ils ont. En fait, la structure n'a aucun rapport non plus. Et on ne peut pas faire de lien avec la structure entre la méthadone et ce composé-là. Peut-être que c'est via la pharmacopée chinoise qui ont utilisé des extraits de limaces. On sait que les Chinois ils ont étudié leur pharmacopée pendant des centaines d'années, voire presque des milliers d'années.
Donc, ils ont une connaissance approfondie des plantes, des animaux qui pourraient avoir un intérêt. J'imagine que c'est de ce côté-là qu'ils ont eu la puce à l'oreille. Oui. C'est moi que j'avais une question. Oui, c'est un peu en rapport avec ça aussi, mais c'est ça, c'est parce que ici, on utilise en Amérique du Nord plus justement la méthadone, mais en France, pour la substitution, on utilise plutôt un dérivé qui est une molécule agoniste. Alors, est-ce que ça pourrait pas avoir un lien, comme tu disais justement qu'il n'y avait pas de lien moléculaire, ça se ressemblait pas au niveau moléculaire, parce Ouais. que ça ressemble pas à de la morphine, mettons. Est-ce que ça pourrait pas être une molécule comme en Europe qu'on utilise, je pense que c'est la J'ai l'impression que c'est la buprenorphine. même chose parce que la méthadone, c'est un agoniste aussi des récepteurs Ah, opiacés. ok, mais c'est ça, c'est parce qu'en Europe, on utilise la buprenorphine du Subutex, Ok, c'est ça, ok. c'est pas de la morphine, justement, c'est juste une molécule qu'on donne pour justement diminuer ce que tu disais, les tremblements. Est-ce que ça pourrait pas Ouais. être le même genre de Ben, molécule, en fait, dans le justement? brevet, là, je ne t'ai pas montré l'ensemble des résultats parce que ce n'est pas mes recherches, mais ils ont testé l'interaction entre cette molécule-là et les récepteurs opiacés. Puis il y a une interaction entre les récepteurs opiacés. Donc, clairement, là, la fonction est similaire à la méthadone ou la molécule dont tu parles. Oui. Mais sans être morphine. Oui, puis ils ont testé aussi, donc chez la souris, ils ont testé leur capacité cognitive suite à la prise de cet extrait de limace-là. Donc, évidemment, la capacité cognitive est réduite quand on prend de la méthadone, encore pire quand on prend de l'héroïne, évidemment. Mais avec les extraits de limace, il y a pas de réduction. En fait, il y a peu de réduction des activités cognitives. Qu'est-ce qu'ils leur faisaient faire, les limaces, les souris? Ah oui, ils font courir sur un rouleau qui tourne. Donc, on a une espèce de gros rouleau qui tourne. Ils mettent la souris sur le rouleau. Puis là, il faut que la souris reste en équilibre. Et donc, si elle réussit à rester en équilibre assez longtemps, ça veut dire que ses capacités cognitives et d'agilité sont intactes. Oui. Je me demandais si à un moment donné ou dans votre plan, vous avez pensé peut-être à évaluer des bryophytes, donc mousse et compagnie. J'avais évalué un petit peu comme pendant mon bac pour des activités antimicrobiennes, entre autres, puis c'est quand même assez important. Puis vu la quantité, enfin, l'abondance de matières qu'il y aurait dans des forêts boréales, comme par exemple Peurosium ou des sphènes. Oui, dans les bryophytes, il y a beaucoup de métabolites secondaires qui sont déjà bien décrits. Il y a un livre de Asakawa, il y a quelques temps, c'était vraiment comme un truc super bien décrit, des métabolites oui, secondaires. les bryophytes, les chimistes, ils travaillent depuis longtemps. C'est des organismes assez compliqués, c'est des symbiotes. Donc, on a travaillé à l'UQAC. Moi, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, là, c'est André Pichette. Moi, dans ce temps-là, j'étais professeur de recherche. On a travaillé sur des lichens. On a trouvé certaines molécules, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore notre expertise qui était au point. Fait que ça n'a pas mené à beaucoup de résultats super intéressants. Mais oui, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à travailler, là, les bryophytes. Oui, j'adorerais ça. Oui. Julie, est-ce que tu veux poser ta question en ligne? On vient de perdre Ah, c'est parce que. Oui. Sinon, mon j'en ai des parenthèses sur les bryophytes. C'est vrai que moi, je m'intéresse aux papillons. Il y a 1000 quelques espèces, puis il y en a très peu qui ont des plantos dans les bryophytes. C'est qu'il y a peut-être de quoi intéressant, effectivement. Mais ma question, c'était plus l'appétence. Si vous faites bien de tester la molécule directement sur le terrain, je pense que c'est la meilleure façon. Mais vous parlez de l'escargot au début qui se protège. Vous regardez si l'escargot, lui, il l'a aussi. Non. Il est moins vulnérable, peut-être que lui, il ne l'aurait pas, justement. C'est possible, effectivement. On ne l'a pas testé. On a testé. En fait, le phylomycol, on est en train de regarder dans les autres espèces de limaces s'il est présent. On est en train de démontrer que le phylomycol est présent dans plusieurs espèces de limaces. Mais je ne me suis pas attardé aux escargots, puis vous avez raison, ce serait vraiment une bonne idée d'aller vérifier ça. Ils sont liés du point de vue évolutif. Hein. Les limaces proviennent des escargots. Donc, dans un passé évolutif, les limaces étaient des escargots, probablement par manque de calcium pour fabriquer la carapace ou pour profiter d'une niche écologique que l'escargot ne peut pas profiter. Elles ont réduit leur carapace. On trouve même des limaces qui ont des petites coquilles internalisées.
des petits morceaux, des disques calcaires à l'intérieur. Il y en a on le voit en surface, dépendamment des espèces. C'est sûr que il y a Ça a des peut-être créé liens une entre ces mutation organismes-là. avec la molécule qui protège pour passer à ça. Ben, peut-être que dans le processus, pour perdre la carapace, elles sont mis à fabriquer des molécules intéressantes pour se défendre, pour compenser. Peut-être que c'est présent, mais peut-être que ça ne l'est pas non plus. Mais on ne l'a pas testé. D'autres questions? Et souvent, dans ce genre d'études, on parle souvent qu'il y a peut-être comme des synergies entre les composants. Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez en compte dans votre recherche? Parce que souvent, ben, on va comme isoler les composants principaux, mais l'activité comme telle, biologique, ça peut être comme dû à comme un mélange de Oui. composants qui sont naturels dans l'espèce. C'est super compliqué à étudier. C'est sûr que, comme quand j'ai montré dans le brevet tout à l'heure, vous avez vu, l'extrait est plus actif que la molécule purifiée. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres molécules analogues qui sont plus actives ou est-ce que ce n'est pas une synergie? Donc, c'est possible que ce soit une synergie aussi. Ça a été décrit dans la littérature, ce genre de mécanisme-là. Mais c'est compliqué à étudier parce que là, ça veut dire qu'il faut que tu isoles les molécules, puis après ça, tu les remélanges pour faire les combinaisons. Il y a des façons de les étudier, mais il faut avoir du matériel en quantité suffisante pour le faire, ce que je n'ai pas accès présentement. Parce que déjà, aller chercher 100 grammes de limace, c'est plus difficile qu'aller chercher 100 grammes de sapin. Un sapin, tu le coupes, tu as plusieurs kilos, tu amènes ça au laboratoire, tu extrais ça en grande quantité, il n'y a pas de problème. Les limaces, ben là, il faut aller les récolter en forêt. Puis bon, il y a un enjeu éthique aussi, là, même si c'est des invertébrés puis qu'il n'y a pas de comité de protection des animaux pour ces organismes-là, je ne veux pas m'amuser à les tuer en grand nombre pour le plaisir. Je le fais parce que je pense qu'il peut y avoir des molécules qui pourraient être intéressantes. Mais c'est ça. Il faut avoir beaucoup de matériel pour le faire. Avec des molécules qui viendraient des plantes, c'est quelque chose des projets qu'on pourrait faire. Mais avec des invertébrés, c'est plus compliqué. Imaginez les nudibranches. Oui, c'est ça. C'est encore pire. Parfait. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Merci pour l'invitation. Je peux demander sur le mandicore.